Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce déjeuner-débat organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque au sein de l'hôtel Savoie, ici. J'en profite pour remercier la direction de l'hôtel de nous accueillir si gentiment aujourd'hui. Et l'hôtel est un des nouveaux membres de la Chambre de commerce. Donc, à tous les membres présents, vous avez un nouveau collègue ici. Soyez donc les bienvenus. Je rappelle en quelques mots les règles de nos déjeuners-débats. Nous avons donc un invité, aujourd'hui M. Rupnik. Nous avons un modérateur, comme on dit en tchèque, dans la personne de M. Lebeda, que je vous présenterai dans quelques instants. Vous savez que c'est un déjeuner-débat, ça veut dire que vous êtes amené et il est recommandé de poser des questions au fur et à mesure ou à la fin, en fonction de ce qui sera vous sera proposé. N'oubliez pas une chose toute simple, mettez vos téléphones portables en mode silencieux. Ça évitera des réveils intempestifs par moment. Voilà, très bien. Je pense que nous avons une salle. Nous avons fait un déjeuner-débat auquel j'ai participé, mais c'était déjà il y a 10 ans et beaucoup de choses ont changé dans cet hôtel qui est devenu absolument magnifique. Donc, une fois n'est pas coutume, je ne présenterai pas M. Rupnik parce que je laisse cette tâche à M. Lebeda. Mais c'est vous, M. Lebeda, que je vais très rapidement présenter et vous voudrez bien après éventuellement corriger ou compléter les quelques informations que je vais donner à votre sujet. Vous êtes un analyste en politique internationale, un entrepreneur social et vous êtes également directeur d'un think tank, je ne sais pas comment on dit en français, excusez-moi, non-profit think tank qui s'appelle Glopolis et dont vous nous direz peut-être quelques mots par la suite. Vos objectifs sont de trouver et de mettre en œuvre des solutions innovantes en face de challenges globaux tels que le changement climatique, comment on dit ça, le gaspillage des ressources alimentaires et effectivement aussi un sujet intéressant dans la perspective actuelle, c'est les taxes. Les taxes qui peuvent éventuellement tous nous écraser, que nous soyons des personnalités privées ou des entreprises. Et donc en particulier, votre think tank Glopolis est indépendant et est tout à fait concentré sur le développement durable. Et nous en parlerons peut-être, ça sera peut-être un des sujets ou un sujet de question avec M. Rupnik également. Voilà, vous vous occupez aussi de politique européenne et de relations entre notamment la République tchèque et l'Union européenne. Voilà. N'oublions pas que ce débat doit être vivant, donc nous comptons sur vous. Vous connaissez les sujets, vous connaissez les interlocuteurs. Alors encore une fois, au nom de la Chambre de commerce, soyez les bienvenus. Et Monsieur Lebeda, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur Bourgeois, pour votre introduction. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Je suis ravi d'être dans ce lieu et honoré d'animer ce débat organisé par la Chambre de commerce franco-tchèque. Malheureusement, je ne parle français qu'une fois par an, lors des journées de jumelage de ma ville de Břichovice et de Villers-Lois-Mollon. Ville magnifique dont j'écorche le nom encore aujourd'hui. Je vous prie donc de bien vouloir me laisser continuer le débat en tchèque. Myslím, že kdybychom všichni Je pense que si tout le monde parlait français, comme notre invité d'aujourd'hui, nous n'aurions pas besoin de nos traductrices ici présentes. Mais je suppose qu'il y en a davantage qui sont dans la même situation que moi. Donc, vous avez les casques à votre disposition. Ensuite, je vais présenter très brièvement M. Rupnik et ensuite, on va parler à nouveau en français. M. Rupnik est né à Prague et jusqu'à ses 15 ans, il a vécu ici
à Prague. Donc, en fait, on peut le considérer comme notre compatriote et partie intégrante de notre nation tchèque. Après, il a commencé à étudier l'histoire à la Sorbonne et la politologie en Sciences Po. Donc, des écoles très réputées. Il a eu en fait également une maîtrise à Harvard, où il a travaillé en tant que chercheur. Et il a obtenu un doctorat en histoire également, à nouveau à Paris, depuis 1982. Il est enseignant en Sciences Po, mais sa carrière professionnelle est loin d'être finie. Il est donc professeur lecteur. Il est également spécialiste en questions liées à l'Europe centrale et orientale pour la BBC. Il a été membre des commissions internationales, par exemple pour les questions liées à Kosovo. Il a été également conseiller au sein de l'Union européenne et il a également été conseiller en fait de Václav Havel. Donc, il a été présent dans les débats organisés dans le cadre de Forum 2000. Actuellement, en fait, il travaille comme professeur au Collège d'Europe à Bruges et il travaille également en sciences politiques à Paris. Messieurs Rupnik, nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Permettez-moi donc de vous poser la première question qui concerne votre expertise qui est très vaste, très riche et donc qui couvre non seulement les questions européennes, mais d'autres questions bien intéressantes. Donc, nous aimerions parler aujourd'hui de ce qui fait le plus mal actuellement, donc l'Europe, en France également, en République tchèque, en Syrie. Nous avons une guerre depuis plusieurs années. Toute la région est bien déstabilisée dans les pays de l'Afrique subsaharienne. La situation est guère meilleure et donc nous avons beaucoup de migrants qui viennent de ces endroits-là en Europe, vers l'Europe. Et donc, en fait, toute cette crise migratoire était la dernière, si vous voulez, la dernière donc, raison pour laquelle l'Europe se trouve mal actuellement. Donc, quelles sont, à votre avis, les conséquences actuelles pour l'Europe et pour les entrepreneurs européens? Donc, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis réellement honorée de pouvoir parler aujourd'hui. Moi, j'ai commencé en tchèque, mais je crois qu'on m'avait conseillé de parler en français. Donc, je vais juste vous remercier en tchèque. Et aussi pour nos amis français, nos collègues, mais je vais switcher vers le français très rapidement. Donc, nous travaillons en fait, nous sommes ici pour parler de l'Europe centrale et orientale, mais il avait commencé en fait ailleurs. Maintenant, Je passe donc au français pour répondre à la première question. Nous sommes au cœur de l'Europe centrale, mais la question concernait le Moyen-Orient. Donc, de l'Europe médiane au Moyen-Orient. Mais il y a un lien, justement, parce que ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est que l'Europe traverse non seulement une crise interne, mais qui se conjugue avec une crise externe, avec la déstabilisation de ses périphéries, à l'est comme au sud. Et bien sûr, vous avez mis l'accent sur celle du Sud, mais évidemment en Europe centrale, on garde un œil quand même sur la périphérie orientale. Et bien entendu, cette déstabilisation de la périphérie orientale, d'abord, remet complètement en cause la politique européenne de voisinage, qui était conçue dans d'autres circonstances, avec d'autres objectifs. C'était conçu au lendemain de l'élargissement de l'Union européenne. C'était conçu comme un substitut à l'élargissement. Donc c'était une façon de dire nous offrons une perspective de coopération à des pays qui n'ont pas vocation à rentrer dans l'Union européenne. Mais nous allons, en quelque sorte, pour résumer, nous allons ouvrir nos marchés, vous allez adopter nos normes. C'était en résumé la philosophie de la politique de voisinage. Bon, entre-temps, vous avez vu ce qui s'est passé. Printemps arabe, qui s'est transformé en hiver des islamistes, et l'écroulement des États
à commencer par l'Irak, la Libye, la Syrie, les uns après les autres, les dominos sont tombés. Et bien entendu, vous avez là un double défi pour l'Europe, qui est un défi de sécurité. Je n'ai pas besoin de rappeler ce qui s'est passé, mais pas seulement en France, au cours des dernières années, et un problème migratoire. Donc là, vous avez une Europe qui s'est divisée sur les priorités à avoir dans la politique de voisinage. Parce qu'évidemment, si vous observez ce qui se passe au sud, mais simultanément ce qui se passe en Ukraine, par exemple, vous avez un débat déjà sur les priorités de la politique de voisinage, des réponses à apporter. Si vous êtes en Pologne ou si vous êtes à Tallinn, vous avez bien entendu une perception qui est un peu différente de la priorité à accorder à la politique de voisinage que si vous êtes à Rome, à Paris ou à Madrid. Bon, donc, bien entendu, et c'est ça la difficulté de l'Union européenne, de concilier des priorités, des perspectives différentes. Donc là, vous aviez un premier débat, une première division, en quelque sorte, entre ceux qui considéraient la priorité, la question la plus importante, c'est le défi à l'Est, la question ukrainienne, au lendemain donc de la révolution Maïdan, et ceux qui considèrent, mais non, il faut parer au plus urgent à la menace qui nous vient du Sud, et en particulier donc à la question de la Syrie. Bon, les deux se sont rejoints à partir du moment où Poutine est intervenu en Syrie, en quelque sorte, c'était une façon d'apporter une réponse à ce dilemme, qui n'était pas seulement un dilemme pour les Européens, puisque vous avez vu que la politique américaine elle-même a évolué par rapport à cela. Et donc vous avez là, avec la façon dont Poutine s'est réintroduit dans la question du Moyen-Orient, vous avez une façon de dire aux Européens, nous avons un adversaire commun, qui est le radicalisme islamiste, le terrorisme, etc. C'est ça notre priorité, occupons-nous de cela ensemble, sous-entendu, la question ukrainienne et d'autres problèmes à l'est de l'Europe seront secondaires, au moins provisoirement. Ne laissons pas la question ukrainienne, en quelque sorte, empiéter sur une convergence possible sur la grande menace qui nous guette. Évidemment, posé comme ça, vous voyez là aussi que les Européens eux-mêmes seront divisés, donc d'où la difficulté pour l'Union européenne à apporter des réponses communes, d'où la difficulté même dans nos débats politiques internes. Hein. Je ne dévoile pas de secret en disant qu'au sein même de la classe politique française, il y a des regards différents sur la crise syrienne, entre le président actuel qui avait fait du départ de Bachar une priorité à un moment donné, et le candidat, je vais dire provisoire, mais ça c'est inexact, en tout cas le candidat actuel des Républicains, vous voyez là qu'il y a, qui dit en gros, il faut, oui, la Russie est un partenaire et nous devons gérer ensemble les défis qui se posent au Sud. Donc, mais je cite ça pour la France, vous avez et bien entendu, un débat analogue dans chaque pays, avec des nuances. En Allemagne, bien sûr, entre le SPD et Mme Merkel, vous avez des différends, etc. Donc voilà, nous avons un débat intra-européen qui nous divise, mais sur des questions qui concernent le voisinage européen, et alors en particulièrement le voisinage sud auquel vous avez fait allusion. Je n'ai pas abordé ouvertement, explicitement la question de migration, parce que bien entendu, la grande division, elle concernait les réponses à apporter à la question migratoire, au flux migratoire, que certains découvrent
depuis 2015, mais en fait, la question migratoire, elle se pose depuis bien plus longtemps. Vous savez, le thème de la forteresse Europe, il y a plein d'articles. Vous mettez sur Google « Forteresse Europe », vous avez des articles, des livres, il y a plusieurs livres avec le titre « Forteresse Europe », soi-disant une forteresse. Mais il faut savoir que depuis 25 ans, l'Europe accueille chaque année 1,5 million de non-européens. C'est plus que États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, grands pays d'immigration réunis. Donc, forteresse Europe, c'est un mythe, ça n'existe pas. Donc, il y a eu cette vague particulièrement importante en 2015, et les Européens se sont divisés sur cette question. Je n'ai pas besoin ici d'insister que les pays d'Europe centrale, les pays du groupe de Visegrad ont refusé la politique qui était adoptée par la Commission européenne, la répartition par quota des migrants. Et donc, ce n'est pas seulement comment répondre aux défis du voisinage sur le plan de la sécurité, est ou sud, est-ce que Poutine ou l'islamisme sont lequel vous paraît plus dangereux pour l'Europe? Non, c'est aussi par rapport à la question migratoire, n'est-ce pas? Les Européens, là aussi, se sont divisés. L'Europe centrale est revenue dans la perception des opinions occidentales, pas sous son meilleur jour d'ailleurs, il faut quand même le dire, peut-être de façon injuste ou souvent déformée, caricaturale, tout ça on peut le dire, mais en tout cas l'Europe centrale est réapparue dans les perceptions occidentales sous un jour différent, et donc nous avons, je crois, à gérer ce double défi, des réponses à apporter sur le plan de la sécurité, mais aussi sur les politiques migratoires et sur les réponses qu'on peut y apporter. Voilà. Du coup, merci Monsieur Erupnik de votre introduction là, qui a quand même posé toute une série de questions ultérieures parce que là vous avez mentionné des sujets qui sont très importants comme par exemple la politique de la nouvelle administration américaine, qu'est-ce que ça va impliquer pour l'Europe et en quoi également divergent les positions de la France et également disons des vieux pays de l'Union européenne par rapport aux nouveaux pays membres. Moi, je poserais plutôt peut-être une question qui concerne les moments qui nous unissent, parce qu'en ce qui concerne les divergences, ils sont assez nombreuses récemment. Est-ce que vous pensez que, par exemple, une armée européenne commune ou renforcement de la défense européenne et de la politique de sécurité, est-ce que ça pourrait être une réponse réelle face aux menaces que vous avez mentionnées? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aider à dépasser les différences entre les vieux pays et les nouveaux pays membres? Défi que j'ai mentionné, en particulier celui de la sécurité, nous amène à penser dans des termes différents de ce qu'on avait accepté trop facilement dans la période après 89. Pour résumer, on peut dire que l'après 89 est terminé. Hein. Certains avaient vu dans 89 l'avènement de la fin de l'histoire. Eh bien là, on peut dire c'est la fin de l'histoire. Voilà, on est dans un autre paradigme et ça oblige les uns et les autres, les Européens du centre et l'Europe occidentale, à prendre acte de cette nouvelle donne. Et cette nouvelle donne, elle nous vient en particulier du changement dans la politique américaine. Soit dit en passant, la distance prise par les États-Unis vis-à-vis de l'Europe, elle ne date pas de l'élection de Donald Trump. Il est là depuis 3 semaines. Non, ça a commencé... difficile. Bon, d'abord, il y a eu Bush, qui a fait de la division européenne une vertu dans la relation transatlantique. Hein, vous vous souvenez? Vieille Europe, Nouvelle Europe. Donc là, on avait une division sur la guerre en Irak. Mais on se tournait toujours vers l'Europe, mais c'était pour la diviser sur la guerre en Irak.
Obama, c'était autre chose. Obama, c'était pivot to Asia. On se tourne vers l'Asie et l'Europe, c'est un lieu où on peut faire du commerce, mais ce n'est pas un enjeu majeur pour la stratégie américaine. Le rival stratégique des États-Unis, c'est la Chine, et le cœur du problème, c'est l'Asie. Et donc ça, c'est le pivot to Asia. Et bien sûr, les Européens, bon, c'est à eux de gérer. Et deuxième chose avec Obama, fin de l'interventionnisme tous azimuts. Donc on se retire d'Irak, on essaie de se retirer d'Afghanistan, avec les conséquences d'ailleurs dont on pourrait parler, mais que je n'aborderai pas ici. Trump pousse le bouchon encore plus loin, si vous voulez. Il dit ouvertement deux choses. D'une part, l'Union européenne, ce n'est pas véritablement indispensable pour la relation entre les États-Unis et le vieux continent. Il préconise en quelque sorte une désagrégation de l'Union européenne. La façon dont il a salué le Brexit et envisagé que d'autres suivent la voie montrée par les Britanniques est quelque chose d'assez ahurissant. C'est pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, j'ai dit Bush, c'est la première fois on faisait de la division européenne une vertu dans la relation transatlantique. Mais c'était toujours divisé pour au moins s'assurer qu'une partie de l'Europe s'aligne sur la position américaine dans la guerre en Irak. Là, c'est ouvertement dire la désagrégation de l'Europe et l'avenir du continent et donc de la relation américaine avec ce continent. Ça, c'est nouveau. Deuxième nouveauté, l'OTAN, qui était l'organisation politique et l'organisation de sécurité sur laquelle toute la relation transatlantique a été construite pendant 70 ans, est considérée comme obsolète. C'est une citation du candidat. On verra comment il la poursuivra ensuite. Mais je crois qu'il y a là une invitation obsolète et aussi les Européens considérés comme free riders, cenni passeggeri. Hein, c'est des gens qui sont là, qui bénéficient de la garantie sécuritaire américaine et qui ne payent pas, qui ne font pas ce qu'il faut. Et donc là, vous avez une double invitation aux Européens, au centre comme de l'Ouest. Alors là, on est vraiment, on est tous dans le même bateau. Double invitation, c'est-à-dire, j'ai dit que notre voisinage avait changé, mais aussi nos alliances ou nos partenariats, le cadre dans lequel nous avons vécu, pas seulement depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout depuis 1989, ce cadre est remis en cause. Et donc ça, c'est une invitation aux Européens à penser leur propre sécurité, leur propre responsabilité par rapport à cela. Et lorsque Donald Trump dit « vous ne payez pas pour la défense », il n'a pas totalement tort. Vous avez vu hier que son ministre de la Défense à la réunion de l'OTAN l'a rappelé. Oui, nous restons intéressés par l'OTAN, mais enfin, il faut quand même que ceux qui sont... Vous devez vous-même être d'abord intéressés par votre propre sécurité. Et donc, ça, c'est quelque chose... Bon, aux Français, on n'a pas besoin de leur expliquer. Les Français savent, et la France est un pays activiste en politique étrangère. Certains trouvent même trop activiste, engagé. Hein, si on faisait l'énumération de tous les pays où les soldats français sont aujourd'hui déployés, la liste serait trop longue pour notre déjeuner. Mais vous avez l'excès inverse chez d'autres en Europe centrale qui considéraient que l'affaire était réglée par le parapluie américain, par l'OTAN. Et donc là, il y a une invitation à penser donc en commun la question de la défense européenne, qui n'est pas pensée contre l'OTAN. Donc le débat téléologique d'autrefois, est-ce que vous êtes plutôt pour la défense européenne, sous-entendu position française, ou est-ce que vous êtes pour l'OTAN et la garantie américaine, qui était la grande inquiétude des Européens du centre et de l'Est. Ils disaient toujours, si vous mettez trop en avance la dimension européenne, c'était pour affaiblir la présence américaine. On ne veut surtout pas faire ça. Non, là, au contraire, il faut développer le pilier européen pour le rendre crédible vis-à-vis du partenaire américain. Et donc là, il y a, je pense, des conditions alors très favorables pour une réelle convergence sur les questions de sécurité et de défense. Bien sûr que tout le monde ne pourra pas y contribuer de la même façon. Bien sûr qu'aujourd'hui, si on fait
un peu tour de table, on découvre que il y a des pays qui ont plus de capacités que d'autres. Et quand vous voyez que le pays le plus puissant d'Europe économiquement, l'Allemagne, ne dépense que 1% de son PNB pour la défense, vous vous dites, il est temps que les choses changent. Et d'ailleurs, la ministre de la Défense allemande, Madame von der Leyen, dans 2 discours récents, a clairement dit, maintenant il est temps que l'Allemagne s'engage dans les questions de sécurité européenne de façon plus active. On ne peut plus laisser ça, finalement, autrefois on laissait ça aux Français et aux Britanniques, pour ce qui est des interventions extérieures. Et le reste, c'était l'OTAN. Là, maintenant, les Européens sont obligés de prendre un peu leur propre sécurité au sérieux. Et je pense que, alors ça peut être, dans l'adversité, souvent, voilà, c'est les conditions menaçantes à l'extérieur. L'allié principal qui pose, disons, quelques doutes, ça, c'est un moment que les Européens peuvent saisir pour disons, rebondir dans la crise et essayer de reformuler le projet européen. Finalement, je conclus là-dessus, le projet européen, c'était un projet qui fonctionnait par beau temps. Nous ouvrons notre marché, comme j'ai dit, vous adoptez nos normes, on est là pour faire du commerce, en gros, la prospérité, la paix, la sécurité. Le projet européen, il a été conçu pour contenir la puissance. C'était la leçon tirée de 2 guerres mondiales sur le continent dans la première moitié du XXe siècle qui ont détruit le continent. Il a fini par le diviser, et ces 2 puissances non européennes qui géraient l'Europe. Donc ça, c'était la leçon. On ne peut pas continuer comme ça, et c'est comme ça que le projet européen est né, mais il est né pour contenir la puissance. Et là, vous êtes confronté, et ça a été un succès formidable. Moi, je suis un Européen très convaincu. Je suis un fédéraliste européen, si vous voulez, au fond. Mais je suis aussi suffisamment réaliste pour voir que les conditions ne sont pas entièrement réunies pour cela. Par contre, quand vous êtes confronté à des défis de nature géopolitique, alors ce projet qui a été inventé contre la géopolitique, contre la politique de puissance, doit se repenser en essayant d'y intégrer cette dimension-là. Donc c'est une réinvention véritable du projet. Et voilà, nous verrons si les Européens sont à la hauteur. Certains sont mieux préparés que d'autres pour le faire. Bon, mais voilà, c'est dans les situations de crise parfois qu'on a l'occasion de repenser les fondamentaux. Je crois que c'est ce qui se passe maintenant. Merci, M. Höpfner. Je vous propose de laisser notre invité profiter de son entrée. Réfléchissez éventuellement à quelques questions, puis nous continuerons le débat. Oh, c'est comme... Tak já možná využiju té maličké chvilky ke shrnutí. Donc, je vais profiter en fait de cette petite pause pour faire un résumé de toutes les choses intéressantes que M. Höpfner nous a dit et répartir donc dans une autre direction pour pouvoir répartir ensuite. Donc, nous avons parlé pendant les premières 15 minutes à peu près de l'étranger. Donc, il y a 2 grandes priorités qui maintenant essayent d'attirer l'attention de l'Union européenne. Donc, tout d'abord, la périphérie donc orientale. L'annexation de la Crimée et de l'autre côté, il y a également tout ce qui se passe en Syrie et le flux de migrants qui nous viennent de l'Afrique subsaharienne. Et ensuite, tous ces deux se rencontrent à ce moment où la Russie, en fait, commence à intervenir en Syrie comme un acteur du conflit en Syrie. Donc, en fait, il y a un certain renouvellement de l'identité européenne, du projet européen, qui, dans cette situation, doit prendre une nouvelle direction et qui pourrait peut-être justement avoir la forme de réflexion sur la défense commune. Ce n'est pas, en fait, un conflit avec le lien transatlantique, puisqu'une meilleure défense européenne
c'est quelque chose qui pourrait être justement par les Américains, par les présidents américains, non seulement par Donald Trump, mais par les autres également apprécié, parce que c'était pas justement seulement Donald Trump qui a dit que les Européens en fait profitaient un tout petit peu ou dépendaient peut-être beaucoup en fait du soutien américain dans le domaine de la défense. Bien sûr, il serait bien d'avoir une armée coordonnée avec une contribution de 2% à peu près des budgets des États membres de l'Union européenne. Mais en fait, l'armée n'est pas tout. C'est pas une solution militaire qui soit suffisante. Il faut avoir également une réponse politique. Il faut pouvoir diriger les choses, mais il faut avoir d'abord une vision politique. Donc, vous avez parlé en fait de l'hiver islamiste. C'est une problématique qui est encore beaucoup plus complexe parce que là, il faut vraiment en fait voir la conception de l'évolution, du développement de ces pays, revoir les conditions de l'assistance à ces pays, amélioration des conditions de vie des gens qui vivent là-bas. Donc tout ça, en fait, ce sont des questions qui pourraient être débattues pendant très longtemps. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être parler davantage de la vision européenne. Est-ce que vous voyez un homme politique, par exemple, parmi les candidats à la présidence? Nous avons les élections présidentielles aux Pays-Bas, en France et en Allemagne. Et donc, avec une nouvelle situation géopolitique, il y a donc des nouveaux candidats. Et on a besoin de nouveaux candidats qui auraient des idées claires, comment en fait orienter l'évolution européenne par la suite et réagir à tout ce qui se passe dans le monde. Donc là, effectivement, nous sommes... On est vraiment là, à la croisée des chemins, là, parce qu'avec les élections, bon, il y a les défis que j'ai mentionnés et la question du leadership. Qui peut apporter des réponses politiques à cela? Et bien entendu, nous avons eu jusqu'à maintenant, il faut le dire, une situation très insatisfaisante puisque on n'avait pas de véritable leadership européen. Parce que la Commission, comme je l'ai dit, elle est faite pour fonctionner par beau temps. Elle a été un succès, tout ça a été remarquable. La Commission européenne, les négociations, l'élargissement de l'Union européenne, tout ça, la conception de la politique de voisinage. Sauf que l'Europe a changé, le monde a changé, le voisinage a changé. Donc il faut repenser tout. Et donc dans ces nouvelles circonstances, on ne peut pas laisser cela à la Commission, M. Juncker ou un autre. C'est véritablement maintenant certains pays clés et leurs élections à venir qui apporteront une partie de la réponse. Il y a des scénarios de pessimisme, de désagrégation, Grexit d'un côté, Brexit de l'autre. Vous avez donc une crise interne européenne qui met en avant la question des égoïsmes, la question de la souveraineté nationale, voilà, et donc qui en fait nous mène à une sorte de paralysie du projet européen, sinon à sa désagrégation, en tout cas affaiblissement ou paralysie. Ça, c'est le scénario pessimiste. Et c'est pour ça que les élections à venir sont très importantes, parce qu'elles peuvent changer cette donne. Et qu'est-ce qu'il... c'est non seulement que la Commission n'avait pas vocation ou mandat à être un véritable leader, mais il y avait un leader de substitution. Et pour aller vite, c'était l'Allemagne, où on laissait à l'Allemagne un rôle disproportionné. Parfois, je voyais dans The Economist des titres du genre « The Reluctant Leader »,« The Reluctant Hegemon ». Bon, je laisse de côté si c'est reluctant ou pas reluctant. En tout cas, l'Allemagne se trouvait de fait propulsée
à travers aussi sa puissance économique, mais aussi son rôle central, dans un rôle qui devenait inconfortable, non seulement pour les autres partenaires européens, mais d'une certaine façon pour l'Allemagne elle-même. Et à terme, ça ne peut pas être une solution européenne. Hein. Vous connaissez la formule de Thomas Mann après la guerre, il nous faut une Allemagne européenne pour ne pas avoir une Europe allemande. Bon. Et certains avaient l'impression que finalement on avait les deux. Et ça, ce n'est pas une réponse viable, acceptable pour les autres Européens. Et donc le projet européen, à terme, ne pouvait pas continuer comme ça. Donc, je reviens, les élections qui viennent sont vraiment très importantes. Personne ne sait quelle en sera l'issue. On pourrait imaginer, alors là, sur la base de ce que nous observons aujourd'hui, ce n'est pas du tout un pronostic, mais on pourrait imaginer un scénario qui serait plus positif que celui que j'évoquais à l'instant, celui de la désagrégation. Et ce scénario plus positif serait les élections hollandaises, oui, Wilders et son parti peuvent arriver en tête, mais personne ne voudra faire de coalition avec eux. Les libéraux, M. Rutte avec les sociodémocrates, bref, il y aura une coalition pro-européenne qui va se constituer. Et j'ai vu les dernières déclarations de M. Rutte sur les questions de définition des frontières européennes, la nécessité de les protéger. On n'est plus seulement dans le discours hollandais classique. Nous sommes des libre-échangistes et nous avons toujours été des grands commerçants et l'Europe c'est faite pour ça et la mondialisation c'est magnifique et continuons comme ça. Je crois qu'il y a maintenant une prise en compte, disons, de cette nouvelle donne que j'évoquais du côté hollandais. Donc on pourrait imaginer une coalition libéraux, sociaux-démocrates, Hollande. Je regarde les derniers sondages français, je vois, même si je reprends la formule Wilders premier, même si on avait Marine Le Pen en tête au premier tour, elle se retrouverait à un autre candidat en face. Imaginons que ce soit M. Macron, qui semble avoir des faveurs du sondage. M. Macron, on le connaît mal encore parce que son programme n'a pas toujours été formulé de façon très détaillé, c'est un euphémisme, mais il a au moins affiché une chose clairement, c'est peut-être la seule chose où il a été vraiment clair dès le début, c'est son engagement européen. Et il est allé récemment en Allemagne, comme vous le savez, il a rencontré et Mme Merkel et les sociodémocrates, et on pourrait donc, vous avez là un candidat qui est un candidat, disons, centriste, centre-gauche, réformateur pour ce qui est de l'économie française et européen de l'autre côté, vous avez là un deuxième élément de réponse. Et puis vous auriez, dans le cas allemand, alors là c'est très intéressant parce que le retour de M. Schulz en Allemagne a été remarqué. C'est très rare, vous savez, de voir un politicien qui vient de Bruxelles et qui a un impact chez lui. D'habitude, on envoie au Parlement européen des politiciens qui ont mérité, sinon de la patrie, au moins de leur parti, et qu'on envoie couler des jours tranquilles au Parlement européen. Et c'est une sinécure, c'est une pré-retraite, en quelque sorte. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour Martin Schulz. Martin Schulz vient du Parlement européen et auréolé de cette image-là d'Européens engagés et convaincus qu'il revient sur la scène politique nationale pour relancer le SPD. C'est important parce que là, vous avez, et bien sûr, Madame Merkel et son parti, même affaiblis, seront là. Et donc, quelle que soit la variante, Merkel avec les Verts,
Merkel avec les sociodémocrates. Je ne sais pas, vous connaissez les 2 ou 3 possibilités de coalition qui existent en Allemagne. Ce sont toutes des coalitions pro-européennes. Et donc, le résumé de ma réponse sur le leadership, si vous avez le cœur européen, ça ne néglige en rien l'importance de ce qui se passe dans les autres pays. Et je ne néglige ça nullement. Je suis bien placé pour suivre de près ce qui se passe dans cette partie de l'Europe. Mais pour repartir, le leadership européen, au plan politique, doit s'affirmer. Ça ne peut, dans les conditions actuelles, et du Brexit, et du Grexit, et de la fronde centre-européenne, Kaczynski-Orban, qui appelle à une contre-révolution en Europe, hein, vous avez, notez bien, appel à une contre-révolution en Europe. Il faut voir comment ils ont salué l'élection de Trump, Orban en particulier. Donc, dans de telles circonstances, il est important qu'il y ait un noyau européen qui tienne et qui puisse relancer le projet européen. La configuration politique que j'évoquais à l'instant pourrait, tout ça est au conditionnel, bien entendu, être, je crois, un pas dans cette direction. Ça ne résout pas par enchantement tous les problèmes, mais vous auriez déjà politiquement les conditions pour le faire. Et bien entendu, une fois que politiquement il y a une relance, tous les autres se positionnent par rapport à cela. Si vous avez le sentiment du vide ou si vous avez le sentiment d'un leadership par défaut de l'Allemagne, vous allez dans le premier scénario. Vous allez vers le premier scénario. Donc, à éviter. Voilà. C'est à vous de... Allez-y. My vám dáme zase trošičku čas na... On va vous donner également de nouveau un peu de temps pour pouvoir manger. Alors, j'ai voulu déjà ouvrir la discussion. Alors, maintenant, la dame à la première table. Et puis, on voit encore un monsieur qui est derrière vous directement. Je vous remercie pour votre intervention. Vous avez évoqué tout à l'heure votre croyance dans les idéaux en fait, fédéralistes pour l'Europe. Le discours actuel en ce qui concerne le projet européen va plutôt dans un sens assez différent. On parle plutôt de la nécessité de redonner plus de pouvoir aux États membres, aux nations. On parle de mettre l'accent sur la subsidiarité, donc de laisser moins de place et moins d'espace à Bruxelles qui ne connaît pas les réalités locales. Et à l'exception du domaine dont on a déjà parlé, qui est celui de la défense, où tout le monde reconnaît qu'il y a une légitimité à agir ensemble et à faire plus d'Europe, pour tout le reste, on sent plutôt une sorte de remise en cause du projet des idées fédéralistes, enfin, tout ce qui va dans un sens de plus d'Europe, et plutôt une tentation vers moins d'Europe, et plutôt un repli vers faisons chacun le maximum de choses à notre niveau national et laissons le minimum à Bruxelles. Et vous avez en même temps évoqué l'idée d'une relance européenne, mais dans quel sens? Et est-ce que vous pensez que les idées fédéralistes pourraient encore trouver une actualité et sous quelle forme? Alors que pour le moment, les idées plutôt qu'on voit dans les journaux, dans les médias et quand on parle à tout le monde vont plutôt dans un sens qui n'est pas celui-là. Donc je serais curieuse d'entendre vos idées sur cet aspect fédéraliste. Dobře, děkuji. Takže zajímavá otázka. Alors merci. Alors une bonne question qui concerne alors si encore les idées fédéralistes en Europe peuvent encore être d'actualité et si les disons tendances ne sont pas plus fortes. Et la question alors de fédéralisme alors est en vie alors là depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale où vraiment Jean Monnet ou Schuman étaient vraiment des fédéralistes européens parce qu'ils ont finalement fondé alors d'un jour sur l'autre l'Europe, l'Union européenne. Non, c'était pas le cas. Ils ont créé, c'était l'union de charbon et de l'acier. Et dans ses mémoires, Jean Monnet, alors il décrit sa visite auprès d'Adenauer quand il est venu avec sa proposition de celui, alors ce qui était appelé après couple, Schuman.
Adenauer a regardé et il a dit alors, ce que je vois, alors c'est très important et c'est très intéressant, mais ce que vous proposez, c'est une chose alors d'un ordre moral supérieur. Hein? Mais il s'agissait du charbon et de l'acier et il a dit, alors c'est une chose alors qui concerne un ordre moral supérieur. Parce qu'il a tout de suite compris qu'il s'agissait d'empêcher une autre guerre sur le continent européen. Est-ce que vous connaissez des hommes politiques européens qui seraient en mesure de comprendre la question de charbon, de l'acier comme quelque chose qui touche à l'ordre moral supérieur? Ça, c'est le problème alors de leadership, alors quand vous m'avez déjà posé la question. Et quand je dis que je suis fédéraliste, c'est bien sûr toujours alors à l'esprit de ses pères fondateurs et également de Václav Havel. Et dans ce pays, alors on oublie que Václav Havel est un fédéraliste européen convaincu. Et il a tenu alors un discours fédéraliste à Paris en mars 99. Alors j'étais venue avec lui, et c'était encore bien avant que Joschka Fischer ne commence à proposer des plans de la Constitution européenne. Havel a dit l'Europe a besoin d'une constitution, fédérale. Ben non, celle que vous avez à l'ocre après. Non, ça doit être quelque chose de bref, un texte bref, lisible et compréhensible pour tous. Là, c'est un texte qui décrira les valeurs fondamentales qui nous unissent, les principes fondamentaux pour nous, les principes fondamentaux sur lesquels sont construites des institutions, et également quel est l'objectif de notre voie commune, c'est-à-dire un texte bref, concis. Et là, par contre, ce qui a été produit, c'était des milliers et des milliers de pages avec les traités de l'Union européenne alors précédente. Personne n'a lu, personne n'a compris. Après, il a été dit non. C'était les Français, c'était les Hollandais, c'était les pays fondateurs. C'était alors un fédéralisme qui a été mal compris. Alors, c'est la machine qui s'est mise déjà en marche toute seule. C'était Havel alors qui était vraiment critique alors de ce mouvement, auto-mouvement de ces institutions bureaucratiques. Il avait voulu alors qu'on revienne aux principes, à leurs fondamentaux. Et c'est dans cet esprit que je suis partisan de cette idée fédéraliste. Alors maintenant, on posait la question, est-ce que les conditions aujourd'hui sont réunies? Eh bien sûr que non. Parce que partout, alors là, nous sommes témoins à la venue alors de populisme, nationalisme ou hérophobie, voire même ça. Tout ça, ça a été déplacé. Ceux qui ont été pro-européens sont héros-réalistes. Héros-sceptiques sont hérophobes maintenant, sont devenus. Tout ça a été déplacé. Et bien sûr, nous avons des conditions qui sont très peu favorables ou qui sont défavorables, parce que si nous voulons résoudre la crise de l'euro, par exemple, c'est-à-dire une certaine convergence non seulement de la politique économique, mais également de la politique fiscale, budgétaire, etc., alors c'est entre guillemets le fédéralisme, si vous voulez bien, car ceci démontre une dimension européenne de la démocratie. Vous ne pouvez pas le faire sans la dimension européenne sans la dimension européenne de la démocratie, parce que vous ne pouvez pas avoir une politique fiscale ou budgétaire au niveau européen si vous n'avez pas une légitimité démocratique. Mais où allez-vous chercher maintenant cette légitimité démocratique dans le contexte que je viens de mentionner? Alors, en même temps, nous avons quelque chose qui est nécessaire et impossible. Et c'est une définition d'une tragédie. Alors là, on n'est pas encore avancé, mais si on se rend compte alors du fait que c'est ça qui est en jeu, alors c'est plutôt, alors je n'utiliserai pas alors le terme fédéralisme, alors je veux le dire vraiment tout bas pour ne pas effrayer tous ou pour n'effrayer personne, mais il est clair, ou je vois clairement que dans la politique d'aujourd'hui, alors là, vous avez tout à fait raison, il n'y a personne en Europe, il n'y a aucun de
nos hommes politiques, même celui qui est très très pro-européen, alors il pourra jamais dire alors allons-y, alors c'est la Fédération européenne qui est maintenant à l'ordre du jour. Non, nous avons besoin d'une Europe alors là qui traite des choses qui sont d'intérêt moindre, qui sont secondaires, mais qui traitent beaucoup plus quelque chose qui sont assez peu nombreuses, mais qui sont très très importantes. Il ne s'agit pas de transférer les pouvoirs aux pays nationaux. Ça, je viens de dire, j'ai entendu ça. Alors de la part des pays de Visegrad, alors là, quelle est la leçon de Brexit? Alors c'est vraiment la défaillance européenne. Alors quelle est la faute de Brexit? C'est le Bruxelles, c'était la réponse. Alors ils se révoltent parce qu'ils ont 1 million de Polonais, mais c'est à cause de Bruxelles. C'est-à-dire la xénophobie anglaise, c'est la faute de Bruxelles. Alors là, vous pouvez reverser à Bruxelles n'importe quoi. Mais c'est pas comme ça, parce qu'il faut faire moins, mais les choses qui sont très importantes, est là où vous pouvez faire quelque chose où personne seul ne peut faire. Là se trouve la valeur ajoutée. On a parlé de la défense européenne. Et comment peut-on alors protéger nos frontières communes, sinon en commun? La Grèce, alors, ne peut pas veiller à ses frontières toute seule. C'est l'Italie ne peut pas le faire toute seule. Alors, vous pouvez prendre chaque problème que nous avons ici. Et après, vous allez constater que là, il nous faut cette dimension européenne. L'Europe, quand je la vois, et là, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop développer les visions européennes, mais ceci concerne notre actualité, notre aujourd'hui. Nous avons un projet qui n'est pas terminé, qui n'est pas achevé. Nous avons créé Euro, mais nous n'avons pas encore une politique fiscale et budgétaire convergente. C'est la première chose, c'est-à-dire un projet qui est inachevé. Nous avons créé Schengen, espace Schengen, nous avons ouvert les frontières entre nous, mais nous n'avons pas une frontière extérieure, la garder en commun, surveiller en commun. L'Europe dépense chaque année 300 fois moins par rapport aux États-Unis pour la protection de ses frontières. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas durer, qui ne peut pas continuer comme ça. Et ça vous donne juste alors une idée. Alors là, on crée l'espace Schengen, mais c'est un projet inachevé. Alors pensez à fond, l'espace Schengen, ça veut dire surveiller la frontière extérieure en commun, se mettre également ou de définir ensemble la politique d'asile également. Alors ma reproche à l'égard de Mme Merkel, ça ne serait pas alors là les reproches qu'on fait ici. Alors là maintenant on aura affaire à 1 million de musulmans, on n'a pas des mosquées, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, ma reproche est telle que c'est que vous aurez quelque chose, mais vous n'allez pas à bout avec votre pensée. Alors, si vous allez supprimer l'espace Schengen, alors vous avez une banque qui est aussi importante que vous ne pouvez plus tenir. On peut après se dire, est-ce que c'était vraiment comme ça? Mais si vous allez supprimer l'espace Schengen 1, c'est-à-dire, il faut que vous disiez où se trouve Schengen 2. Et ça nous a pris un peu plus d'1 an avant de remettre en place les contours d'un Schengen un peu, on peut dire, ajusté ou nouvellement ajusté. Mais 1 an, alors ça c'est très très long parce que les populistes, entre-temps, ont pu jouer déjà leur partie. Alors si vous supprimez Dublin, c'est-à-dire le moyen qui a été, ou bien les règles qui ont été définies entre les Européens qui concernent l'asile. Alors là, si vous supprimez Dublin 1, il faut dire où se trouve Dublin 2. Et je pourrais continuer comme ça. Vous avez des situations qui sont exceptionnelles. Là, au moment que ce que vous avez prévu, il faut le supprimer ou il faut le changer ou ajuster. Mais dans la politique et dans la politique européenne, vous avez cette responsabilité. Vous avez la responsabilité de montrer aux gens où se trouve la solution. On ne peut, mais vous ne pouvez pas dire on a supprimé. Il n'y a pas Schengen, il n'y a pas Dublin. Il y a, chaque soir, après les gens regardent à la télévision, alors vraiment énormément de personnes qui arrivent en Europe. Ils entendent Orban avec ses cris également. Ils voient également la clôture hongroise, mais les gens ne voient
pas la solution commune, la réponse commune. Alors ça, c'est le défi. Alors là, par rapport à cette question, mais en ce qui concerne la sécurité, c'est la même chose. Dans le traité de Maastricht, nous avons alors une politique commune de sécurité. C'est vraiment sur le papier. Depuis 25 ans, ça existe sur le papier. Et maintenant, nous avons des défis. Est-ce que c'est Schengen et les frontières, ou bien monnaie euro, ou bien sécurité? Ce sont 3 projets inachevés. Et si vous les laissez comme ça, inachevés, alors là, on assistera à une désagrégation. Mais si vous allez apporter une solution, si vous allez aller à la recherche de cette solution, si vous allez vous concentrer sur ce qui est essentiel et si vous allez oublier les bananes, les concombres et les régulations dont personne n'a besoin, qui sont complètement inutiles, mais il faut se concentrer sur l'essentiel. Et après, on peut l'appeler, ou moi, je pourrais l'appeler, alors une tentative fédéraliste, mais il ne faut pas parler trop à haute voix, parce que quelqu'un pourrait s'effrayer. Peut-être que certains candidats que vous avez évoqués, les candidats à la présidentielle vont venir avec donc un terme plus approprié et qui va en fait surfer sur la vague marketing. Ça, c'est quelque chose qui nous en fait manque, une vision européenne. On n'entend pas parler des hommes politiques, du projet européen, de la vision européenne. On est trop dans du jour à jour, hein, et on pense pas, on prévoit pas, on n'a pas de vision. Mais en fait, il faut donner la parole au monsieur qui est là-bas à la deuxième table. Donc, je vous en prie. En français. Moi, je m'appelle Petr Palečka, je travaille à la Komerční banka. Et ma question qui est un peu politico-économico-technologique, va un peu au-delà, pas beaucoup, un peu, va au-delà de l'horizon des élections de cette année ou des années à venir. Juste donner un exemple. Monsieur le Président Trump, récemment, a découragé les industries automotives de s'implanter ou de continuer à s'implanter au Mexique. Mais dans nos têtes ou dans beaucoup de têtes, il y a ce blocage maintenant actuel du fait qu'il faut se renfermer, qu'il faut faire des choses pour ne pas continuer dans ce processus. Mais il y a un autre aspect qui inévitablement continue à se développer sans qu'on puisse l'influencer, et c'est la robotisation, digitalisation, le changement scientifique, technologique, etc., qui dans 10 à 15 ans va entièrement changer aussi la structure des emplois, la structure des échanges, etc. Visiblement, dans ce sens-là, je pense tous, non seulement en Amérique, mais aussi en Europe, qui le font de telle manière qu'ils tombent au piège. Parce qu'ils peuvent juste reproduire les problèmes, par exemple en Amérique, il y a 15 ans, 20 ans, que ça va se répéter. Et ma question est la suivante. Comment vous voyez, dans un horizon, bon, bien sûr c'est un peu fortune telling, mais quand vous voyez un peu dans un horizon de 10 à 15 ans, comment on peut résoudre ce conflit? Parce que moi, j'ai travaillé à l'Organisation mondiale du commerce ou auprès de l'Organisation mondiale du commerce et du GATT. Et je me souviens, très souvent, on a eu les déjeuners avec les représentants de l'industrie. Et ce que j'ai compris à ce moment-là est qu'ils étaient toujours avancés de 10 ans et de plus en pensée en comment on peut se débarrasser de la réglementation. Moi, je dis, c'est pas seulement un tsunami de réglementation, c'est déjà Ebola de réglementation parce qu'on ne peut pas se défendre. Comment vous voyez, comment on peut résoudre ce problème et comment vous pensez ça va s'évoluer? Parce que visiblement, le monde en 10 à 15 ans, de ce point-là, sera absolument différent. C'est un énorme sujet et vraiment il vous faudra un autre conférencier beaucoup plus compétent que moi pour répondre à toutes ces questions. Moi je dirais sur la première partie que nous avons vu à travers les crises européennes et la montée du populisme récemment, en gros depuis 2008,
hein, depuis l'effondrement de Wall Street en 2008 et la crise financière qui s'est propagée des États-Unis vers l'Europe, nous avons vu une remise en cause de ce qui était le modèle après 89. Hein, quand j'ai dit tout à l'heure que le cycle était terminé, oui, le cycle libéral, l'ouverture à tout grain, est terminé. Pour le 20e anniversaire de 89, on peut dire que le cycle était épuisé. Et il y a là donc un véritable débat sur la mondialisation, ses effets, la façon d'y répondre. Et vous avez vu que Trump essaye d'y répondre par une dose de protectionnisme, que les uns et les autres ont des réponses différentes. Mais c'est peut-être l'occasion de faire un bilan. L'idée qui a prévalu après 89, que le commerce mondialisé, l'ouverture maximum est nécessairement toujours et partout une bonne chose, que c'est win-win, tout le monde ne partage pas forcément aujourd'hui ce point de vue. Hein. En gros, en 90, l'Amérique du Nord et l'Europe, c'était plus de 60% du PNB mondial. Aujourd'hui, c'est moins de 40% du PNB mondial. C'est la chute la plus rapide, la plus vertigineuse que vous avez dans l'histoire de l'économie. C'est une chute ultra rapide. C'est ce que disent des économistes, y compris des économistes tchèques comme M. Schweinar qui enseigne à l'Université Columbia à New York. Donc, vous avez un déclin relatif de la place d'Occident. Et vous dites aux gens, mais c'est pas grave, parce que ça a permis à 1 milliard d'Asiatiques de sortir de la pauvreté. Ça a permis à 500 millions d'Indiens et de Chinois d'entrer dans la classe moyenne. Formidable. Oui, mais vous expliquez ça à des gens à Detroit, Michigan, et ils ont perdu leur emploi, et ça leur fait ni chaud ni froid. Ou plutôt, ça les met en colère. Et ils votent pour Trump. En France, vous avez aussi ce discours-là. Vous expliquez ça aux Grecs et à d'autres. Toute l'Europe du Sud est très sensible à cet argument. Et elle voit dans l'Europe, donc non plus quelque chose qui est un cadre rassurant, mais l'instrument de la mondialisation. C'est l'Europe qui a amené progressivement les ouvertures, qui a fait sauter les barrières, qui a ouvert la compétition au nom de l'argument de la compétition libre et non faussée, etc. Bon, et je sais qu'il y a vous représentez des entreprises, donc c'est votre univers que vous connaissez bien mieux que moi. Mais je veux dire, cet argument de l'ouverture est nécessairement bonne et ce win-win, et tous nous serons gagnants au bout du compte, ouais, peut-être à la longue, quand on ne sera plus là, on dira oui, c'était très positif pour le monde. En attendant, il y a des effets qui, aujourd'hui, fracturent les sociétés européennes, la politique européenne, et vous avez, pour aller vite, des populistes de gauche dans l'Europe du Sud, de Podemos à Syriza en Grèce, et vous avez des populistes de droite, surtout dans le nord de l'Europe, qui surfent surtout sur la question des migrations. Mais dans les deux cas, c'est contre cette idée de l'ouverture du marché. En France, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Front National, aujourd'hui, est le premier parti ouvrier de France. 45% des ouvriers en France votent Front National. Donc, et évidemment, vous pouvez vous rassurer en disant « oui, mais le nombre d'ouvriers diminue ». Ah, d'accord, mais elle diminue pourquoi ? Parce qu'il y a la mondialisation et les emplois ont déménagé vers l'Asie. Oui, d'accord, mais enfin, tout ça n'est pas totalement rassurant. Donc ça, c'est un premier débat sur la mondialisation et le rôle de l'Europe dans la mondialisation. Et toute la question de la régulation, il est tout à fait clair, je crois. On n'a pas besoin d'être un fédéraliste européen, simplement pragmatique, en disant si vous voulez avoir un poids quelconque dans la négociation commerciale mondiale, dans le cadre de l'OMC par exemple, c'est l'Europe
qui peut l'avoir en tant que tel. Aucun de nos pays seuls ne pourrait négocier que ce soit des normes environnementales, sanitaires, sociales, que vous voulez. Donc ça, c'est sur la question de la mondialisation. Il y a ensuite l'autre sujet que vous avez abordé, mais alors là, c'est à la fois vaste sujet et très au-delà de mes compétences, la question de la façon dont les nouvelles technologies révolutionnent le travail et finalement les sociétés dans lesquelles nous vivons, et la robotisation, etc. Donc il y a énormément de choses maintenant sont écrites là-dessus. Moi, je dirais juste que ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux positions là aussi, politiquement. Et ça va se traduire, même, on le voit même dans la campagne électorale française. Vous avez ceux qui disent, mais non, la robotisation, les pays qui ont introduit les nouvelles technologies, la robotisation, etc., ne sont pas forcément les pays qui ont le plus de chômage. Ce sont les pays qui économiquement se portent pas mal. Donc l'argument de la menace pour le travail ne tient pas. Et puis vous avez, on l'a vu dans la primaire socialiste en France, M. Hamon, qui dit non, avec la robotisation et tout ça, c'est la fin du travail. Et on retourne à une vieille idée du 19e siècle. Le gendre de Karl Marx, Lafargue, disait le droit à la paresse. Hein, il avait écrit un article. Donc, et il y a cette idée. Donc on va introduire la réponse à ça, puisqu'il n'y aura pas, il ne faut pas attendre la relance, la nouvelle croissance qui ne viendra pas et le plein emploi qui ne revient. Non. Alors, on va introduire un revenu universel pour tous et on va diminuer les heures de travail. Certains disaient il faut abolir les 35 heures. Ça pénalise l'économie française, il faut relancer, il faut abolir les 35 heures. Ça, c'est l'argument de la droite. Et là, vient de la gauche, il dit ah oui, il faut abolir les 35 heures, mais pour aller vers 32. Donc, on est dans la démarche inverse. On va introduire la semaine 32 heures ou 30. Ça, on n'est plus à ça près. Et c'est pas grave, puisque de toute façon, il y a le revenu universel. Et donc, voilà. Ça peut prêter à sourire, mais pas vraiment, puisque c'est le candidat du principal parti de gauche en France. Donc vous avez là, sur les réponses à la mondialisation, vous avez le discours de M. Fillon qui dit non, il faut que l'État adopte une cure d'amaigrissement et nous allons faire telle et telle réforme. Bon, vous avez, à l'opposé, vous avez M. Hamon qui annonce la fin du travail et le droit à la paresse. Et ça, c'est finalement... on verra si c'est électoralement payant. Réponse fin avril. Si vous me permettez juste une toute petite remarque, effectivement, vous avez raison en parlant des ouvriers. N'oublions pas qu'il y a quelques décades en France, c'est le Parti communiste qui faisait 20% aux élections. Et donc aujourd'hui, il est réduit à 1-2%, mais les électeurs sont toujours là. Et un des slogans du Parti communiste était « Je suis français, j'achète français ». Pour un parti communiste qui, à l'époque, était très fortement affilié à Moscou, c'était quand même un discours intéressant. Oui, ça c'est... Petite parenthèse, quand je dis aujourd'hui le Front National est devenu le premier parti ouvrier français, ben, autrefois leurs parents votaient communistes. Je me souviens à l'époque, à la fin des années 60, on parlait encore de la ceinture rouge autour de Paris, les municipalités communistes. Bon, tout ça a changé. Mais sociologiquement, c'est ça. Voilà. Ces populations-là qui se sont senties déclassées, qui aussi sont senties contestés, j'allais dire, dans leur identité culturelle par l'arrivée de migrants en grand nombre, et ils ont basculé vers, progressivement, bien sûr ça ne s'est pas fait en un an, mais ils ont progressivement basculé, enfin pas tous, certains d'entre eux ont basculé vers le vote Front National, ce qui est d'ailleurs très intéressant, la façon dont le Front National français, qui est un parti donc anti-européen, xénophobe sur la question de la migration, mais qui met la question sociale au cœur de ses préoccupations. Ça, c'est une nouveauté. Il y a 20 ans,
Front National ne s'intéressait pas particulièrement à la question sociale. Voilà, depuis que Mme Le Pen a recruté M. Philippot, lui venu de chez M. Chevènement, donc il vient de la gauche étatiste en quelque sorte, avec un souci pour la question sociale, et très habilement, il s'est tourné vers cet électorat des perdants de la... pour revenir, c'est les perdants, parce que la mondialisation, elle crée des gagnants et des perdants. Et partout, regardez la Pologne est divisée, voilà. Vous regardez la carte électorale, ceux qui votent Kaczynski, ceux qui votent pour la plateforme civique. La Hongrie est divisée, voilà. La Roumanie est divisée. Voilà, vous avez cette division, elle traverse la plupart de nos sociétés. Et bien entendu, donc, ça peut se retourner contre l'Europe. C'est clair, parce que si c'était dans un pays qu'il y avait un problème, non. Si c'est un problème commun, là, on a la convergence des anti-européens. Mais pour l'instant, ils sont minoritaires et souhaitons qu'ils le restent. My jsme se takhle posunuli do velmi zajímavých dimenzí. Nous avons maintenant avancé alors vers des dimensions qui sont fortement intéressantes. Alors, entre autres, ça montre que cette coupe classique, alors la gauche-droite, alors c'est pas vraiment une coupe parce que c'est plutôt un cercle qui se rencontre dans les extrêmes, dans les situations extrêmes. Et c'est le nouveau paradigme qui apparaît. Alors là, comme vous avez mentionné, c'est au niveau national, nous n'avons pas seulement la globalisation entre les pays, mais il y a la lutte, alors le combat de la globalisation qui se passe également à l'intérieur du pays entre les différentes composantes de la société. C'est encore M. Obermayr qui a voulu prendre la parole, qui a voulu poser la question. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce qu'on s'approche de la fin déjà, alors pour ne pas vous retenir trop longtemps. Il y a quand même des questions. Ouais, il y a des questions. Alors là, on va pouvoir faire avec, ouais. Monsieur Obermayr, Société Savencia, j'aimerais bien remercier Monsieur Rupnik de ce qu'il a déjà dit, alors parce que dans le contexte politique tchèque, alors c'est rare d'entendre des paroles qui sont aussi sages. Est-ce que vous avez alors réfléchi à ce fait, parce qu'on s'approche des élections présidentielles en République tchèque? Est-ce que vous y avez pensé? Ça, c'est vraiment une question qui est très directe. Hein. Bien sûr. Alors, je suis les élections présidentielles et je suis très curieux de voir des candidats. La question la plus importante, si notre voisin ici au château alors va se représenter, hein. Non, on le voit pas directement d'ici. Alors là, il ne nous fait pas des signes d'amitié d'ici, non. Alors ça c'est très très important. Je pense qu'il y a une occasion qui se présente, alors là, de penser ce qui était devenu non seulement la fonction présidentielle ici, parce que là, j'avais connu bien Václav Havel et j'ai également connaissé bien alors sa conception de la fonction. On peut faire les comparaisons avec ceux qui sont venus après lui. Lui, il était un Européen qui était très convaincu et il disait, je suis pragois, je suis tchèque, je suis européen. C'était des identités qui s'embriquaient très bien. C'est quelque chose alors là qui ne fonctionne pas sans l'autre. Et vous connaissez déjà l'énoncé, alors que c'est l'Europe qui menace notre identité, c'est M. Klaus. Alors on ne laissera pas alors se fondre alors notre identité en Europe comme un morceau de sucre. Alors là, je pourrais peut-être citer notre président actuel dans certaines choses. Alors là, il est peut-être un peu plus ouvert vers l'Europe, mais il a quand même alors un concept de nationalisme. Alors, il donne à cette idée européenne alors un très très particulier. On n'entend personne alors sur la scène politique qui protégerait l'idée européenne et qui dirait
vrai pourquoi l'idée européenne est importante pour ce pays. Alors, on ne parle pas maintenant des gens qui sont contre l'Europe, mais je pense ou j'espère au moins que la campagne électorale dans ce pays sera une occasion pour quelqu'un de démontrer que cette dimension qui est nationale et dimension européenne sont imbriquées, sont communes. Alors, c'est intérêt tchèque. Intérêt tchèque est celui que l'Europe tienne ensemble et que notre pays soit un pays alors sécurisé. Et comment on peut faire ou protéger la démocratie seule si autour de nous tout s'écroule. Ça paraît être un argument tout à fait élémentaire, mais parfois, alors là, vous constatez qu'il faut que ça demande des explications profondes. J'espère que dans ces élections, on aura un candidat qui va essayer non détourner l'attention des problèmes qui sont nationaux, qui va parler avec de la rhétorique européenne, mais il faut surtout qu'il évite le terme fédéralisme européen, parce qu'avec le fédéralisme, ici, dans ce contexte, nous avons nos expériences, et c'était pas vraiment une réussite, c'était pas vraiment un bon résultat, mais il faut quand même lier cette idée européenne avec la politique intérieure, avec la politique nationale. C'est dans ce sens que je verrai la tâche d'un candidat à la présidentielle. On n'a pas encore la liste complète. On va voir. Alors maintenant, il se propose. Alors, et vous, est-ce que vous auriez assumé? Mais c'était comme ça la question finalement, parce que votre programme politique, vous l'avez déjà démontré. Je pense que vous pourrez trouver quand même un appui à l'autre large. Non, on m'a déjà demandé depuis longtemps si, après 89, alors si je travaillais déjà avec Václav Havel, est-ce que je ne voudrais pas, etc., etc. Alors j'ai répondu, alors là, je sais comment ça pourrait se terminer. La première semaine, c'est bien, monsieur Roupnik, vous êtes revenu. Alors là, c'est bien d'avoir quelqu'un alors qui voit qu'il y a quand même une certaine distance par rapport à notre situation. La semaine 2, est-ce que tu as entendu Roupnik, ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a critiqué? On voit qu'il était trop longtemps distant à nos problèmes. Semaine 3, alors là, on a eu déjà assez de Roupnik. Alors là, je peux vraiment imaginer la situation. Très bien. C'est pour ça alors que je suis à la première version et ça me suffit largement. Alors, il paraît que M. Roupnik nous connaît trop bien pour se mettre dans une aventure aussi risquée. Alors là, merci alors de vos paroles. Encore une question à M. Roupnik. Alors là, je vous remercie de votre regard pris avec une certaine distance. Et maintenant, j'ai une question alors qui renoue à vos dernières paroles. Avec votre distance, en quoi voyez-vous que notre société tchèque, dans un grand nombre, alors toujours est enclin vers M. Zeman, vers sa politique, vers ses propositions? Parce que vous avez dit qu'on devrait avoir un homme politique qui pourrait proposer autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Alors, je rencontre les personnes dans des cafés Indrichów-Hradec ou dans des brasseries, mais les argumentations que j'entends sont très, très étranges, bizarres, parce que je ne comprends pas parfois. C'était Zeman, alors là, qui a déjà donné une réponse dans ce pays. Alors là, il y a 80% d'idiots, là. Alors là, mais on peut se poser la question pourquoi tous ne votent pas pour Zeman. Mais je ne vais pas alors trop alléger l'argument. Mais qu'est-ce qu'on peut proposer à la société? Je ne vais pas me mettre sur un plan supérieur, mais il faut voir que les gens, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas, mais ils sont quand même attirés par ce discours. On a l'expérience avec la Russie, on a quand même l'expérience avec la politique impérialiste de Russie. C'est comme Havel a dit, que c'est le problème majeur de la Russie, qu'elle ne connaît pas ses frontières. Alors le danger existe ici. On a maintenant beaucoup plus peur devant l'islam que de l'impérialisme russe. Mais par contre, c'est l'islam, alors là, qui nous menace seulement à partir de journaux. Mais bien sûr, on est conscient de ce problème. Mais en ce qui concerne la politique pro-russe, alors ça ne décourage pas les personnes. Alors là, le café de Jindřichův Hradec, c'est le café de Prague.
Alors, je ne sais pas comment les lier. Alors, ça, c'est vraiment une tâche des élections présidentielles. Alors, si le candidat en question sera en mesure alors, de les unir, de les lier. Alors, comment expliquer? Le président Zeman a dit ce qu'il voulait dire déjà. Alors, je pense que ce qu'il a dit, alors c'est quelque chose qui est outrageant alors pour le peuple que vous voulez présider dans une certaine manière. Mais vous, en tant que président de la République, alors vous êtes plutôt ici pour formuler les valeurs qui nous unissent, n'est pas dire alors là au peuple, vous êtes une bande d'idiots, c'est pour ça que vous votez pour moi. Alors, comment expliquer? Tout d'abord, il y a une apathie, une déception. Et ce sont deux choses qui sont différentes. Alors, il y a une déception qui arrive nécessairement après une phase où on construit quelque chose de neuf. Bien sûr, les débuts alors, des années 90, alors, les attentes étaient énormes. Et après, vous le comparez avec la vie courante politique, la vie de tous les jours, et c'est la déception alors qui arrive, et c'est également une certaine désillusion. Alors après, vous avez une question, où peut-on aller? Parce que cette apathie ou bien cette idée que l'État est quelque chose qui est étrange, ça, il faudrait revenir même à l'Autriche-Hongrie si vous voulez comprendre l'origine de cette attitude. Ou peut-être c'est dû également à l'héritage communiste, ou particulièrement dans la période de normalisation. Alors, chacun se disait, alors, occupe-toi seulement de tes affaires. On a eu de la dissidence. Maintenant, alors, on a eu l'anniversaire de la Charte 77. C'était 242 signatures. Alors, un pays de 15 millions d'habitants, 242 signatures. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas alors de soutien, au moins même calme ou en douce, mais disons alors cette chose alors publique partagée par tous n'y existait pas. L'État était compris comme quelque chose alors qui est étrange. Alors de s'occuper des choses publiques, ça paraît comme une perte de temps. On dit on ne peut rien influencer et l'élite politique est comprise comme quelque chose qui est enfermé en soi-même, en elle-même. Quand c'est quelque chose qui est impénétrable, alors on ne peut pas l'influencer. Ce sont seulement les gens qui font du lobbying alors qui peuvent influencer quelque chose. Si vous nourrissez encore cette impression qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui est public, c'est après les dissidents, ce sont les pronostics qui sont venus, alors disons, ou bien les managers qui sauraient unir le monde ou qui ont su unir le monde politique avec le business. Alors vous créez pour le citoyen quand même l'impression que la politique c'est quelque chose qui peut très peu influencer seulement peu tous les 4 ans où il va se présenter aux urnes, mais après c'est la déception qui arrive parce que ces attentes n'ont pas trouvé la réponse. Et maintenant, il y a cette tentation que dans ces situations, il peut faire un pari sur quelqu'un qui se présente comme un leader qui est fort, qui ne perd pas le temps au Parlement, parce que là, le Parlement est désigné comme une bande alors de ceux qui ne font que parler et qui déclarent que l'État doit être géré comme une entreprise. Et ce sont eux, alors là, qui causent et c'est nous qui bossons. Et bien sûr, ça peut être attrayant. C'est parce que si vous avez alors ce paysage après le combat où le dernier président alors a donné
a quand même relâché les prisonniers le dernier jour de son mandat. Après, quelqu'un arrive qui dit « Alors, je sais comment on peut faire la purge, parce que ça ne peut pas être un homme politique qui est professionnel. Moi, je suis quelqu'un qui a du terrain. Et ça peut attirer les gens. Ça peut attirer les gens. Vous avez un modèle, un entrepreneur, il achète des médias dans la politique. Alors, il n'est pas intéressé par la fonction présidentielle, parce que là, la fonction présidentielle, alors, est le pouvoir. Alors là, le pouvoir n'y est pas caché suffisamment ou n'y est pas contenu suffisamment. Et la seule chose qui peut nous consoler, alors ici, dans notre paysage, dans notre contexte, ou dans ce pays, il existe une couche moyenne, middle class, comme on dit en anglais, c'est-à-dire le quartier de Vinohrady. Les gens qui ont une certaine formation, éducation, un certain comportement, peut-être ne sont-ils pas tellement engagés dans la politique, mais cette couche a survécu également les temps des communistes. Et je pense que c'est cette couche qui tient l'éthos tchèque de la démocratie. Et je pense que là consiste la différence par rapport à quelques pays voisins. Alors là, les tendances sont similaires, comme en Hongrie ou en Pologne ou en Slovaquie, mais toujours en Tchéquie, ça se trouve dans une forme moindre. Oui, il y a du populisme, mais un peu moindre. Il y a le nationalisme, un peu moindre. C'est toujours plus modéré. C'est toujours. Je ne vois pas alors un premier ministre qui pourrait alors déclarer une contre-révolution contre l'Europe. Alors là, qui pourrait aller avec Kaczynski ou avec Orban dans les Tatras pour en déclarer quelque chose. Ah non, ah non. Hélas, ça ne fait pas partie du modèle tchèque de comportement. Moi, je pense que c'est une certaine modération de la politique tchèque. Ça peut paraître comme quelque chose alors là qui n'est pas intéressant, qui est un peu très, disons, qui n'est ni chaud ni froid, mais ça a quand même quelque chose de bien. Et dans les 20 dernières années, on pourrait parler alors d'une période où on était sur certains rails. Alors c'est le retour vers l'Europe. Alors là, on va s'insérer dans l'OTAN, on va devenir prospère, tout a été concentré sur le succès économique et politique. C'était l'Europe, c'était l'OTAN et ça aboutit. Bon, et le train marchait sur des rails. Alors vous n'avez pas vraiment la raison pour vous engager. Mais après, vous constatez que ce n'est pas tout à fait naturel. Ça pourrait être remis en cause. L'Union européenne, ce n'est pas quelque chose qui est naturel et qui va exister toujours. Et la garantie américaine non plus. Le monde, alors là, qui s'est fait après 89, alors ce n'est pas quelque chose qui va durer toujours. Et si la couche moyenne, c'est-à-dire la deuxième partie de la société, alors qui n'est pas telle comme désignée par le président de la République. Alors, je pense que cette partie de la société va commencer à s'intéresser à la vie publique. Alors, j'ai l'impression que ça se passe déjà. Alors, je suis pas tout à fait pessimiste dans ce sens. Et la société tchèque, je pense, si une vraie menace se présente, a quand même, on peut dire, une certaine possibilité d'y répondre. Après, la question se pose si la scène politique sera en mesure quand même de faire un choix aux citoyens. Nous sommes alors dans une situation, nous avons affaire à des défis tels qu'ils sont et nous ne pouvons pas nous fier seulement de quelqu'un qui va résoudre les problèmes à notre place. Je vous remercie de votre attention. Já myslím, že to byl krásný
C'était une belle conclusion. Là, je pense que le temps qui nous a été imparti a déjà été consommé. Donc, Monsieur Bourgeois, souhaitez-vous dire quelque chose à la fin pour conclure? Moi, pour ma part, un très grand merci. Pour moi, c'était vraiment un grand plaisir, un grand honneur. Merci à Monsieur Jacques Roupnik d'avoir trouvé du temps de venir jusqu'à nous. Et je pense qu'il nous a surpris par son optimisme. Il nous a en fait apporté un peu d'espoir pour en fait même de l'Ouest, de l'Occident. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et il nous a présenté un programme politique assez sympathique. Espérons que nous allons l'entendre plus souvent que non seulement pendant les repas, pendant le débat déjeuner. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous n'avons pas vraiment l'habitude, lors de déjeuner-débat, d'aborder des thèmes finalement politiques de façon avec autant de recul et un survol aussi impressionnant. Je pense que pour chacun d'entre nous, ça a été l'occasion de passer un moment un peu en dehors de nos préoccupations quotidiennes, même si tout ce que M. Roupnik a mentionné, ça fait partie de nos, je dirais, idées quotidiennes dans le monde dans lequel nous vivons. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir et très rafraîchissant de vous entendre et, comme a dit M. Lebeda, de nous faire partager votre passion pour l'Europe. M. Lebeda, je vous remercie également pour l'animation de ce débat. Je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui. J'espère que cet après-midi sera pour vous plus ensoleillé encore qu'elle n'est grâce à toutes vos paroles bien positives. Monsieur Roupnik, au nom de la Chambre de commerce et en mon nom personnel, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci pour votre invitation. C'était vraiment un plaisir. Bon, comme vous le savez, rien de ce qui est franco-tchèque ne m'est étranger. Donc, en tant que Français pragois d'origine, je suis très attaché au lien entre nos pays. Et puis, je suis très content de voir que la Chambre de commerce franco-tchèque prospère, qu'il y a Ariane qui organise très bien les choses, que je voulais remercier aussi. Voilà, merci pour l'invitation et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup.